Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, une réunion de tripartite pour rationaliser la consommation d'électricité et de l'eau dans les mosquées. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, une réunion tripartite présidée par le ministre des Affaires, M. Mohamed Hassan Barre, a eu lieu hier à la cité ministérielle. Elle a regroupé sur la même table 3 départements ministériels, à savoir le ministre des Biens Waqf, M. Mohamed Hassan Barre, le ministère du Budget, Abdelkarim Adencher, et le ministre de l'Énergie, Younis Al-Guedi. À l'ordre du jour, la bonne gestion des mosquées de notre pays, particulièrement comment rationaliser et normer nos mosquées dans leur consommation énergétique en eau. Les 3 ministres réunis se sont concertés à mettre en place une commission mixte tripartite composée notamment des cadres de leur ministère pour mener à bien cette mission. Dans ses propos, le ministre de l'Énergie, Younis Al-Guedi, a indiqué que son département est prêt à apporter l'expertise nécessaire pour une bonne maîtrise de l'énergie électrique dans nos mosquées, afin d'éviter une surconsommation énergétique, ce qui est un manque à gagner pour les caisses de l'État. Dans son allocution, le ministre de l'Énergie a précisé que pour rationaliser la consommation de l'eau et d'électricité dans les mosquées, 3 départements ministériels, à savoir le budget, le Waqf, l'énergie, se sont concertés. Nous avons dégagé des consensus pour mieux gérer, a-t-il dit, la consommation dans les mosquées. Pour cela, nous allons impliquer les responsables des mosquées, les imams et les voisins que nous allons responsabiliser afin de mieux gérer la consommation d'électricité et de l'eau. Nous allons, a-t-il dit, mettre en place un comité restreint afin de gérer la situation dans les mosquées. Dans notre pays, il y a plusieurs sortes de mosquées, certains destinés, a-t-il dit, uniquement pour la prière et aussi pour l'éducation religieuse. Certains mosquées possèdent des logements qui sont une source de rentabilité. Nous allons réformer la situation en analysant tous les paramètres disponibles pour mieux gérer la consommation de l'eau et de l'électricité afin de rationaliser le budget de l'État. De son côté, le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, a souligné que l'objectif de la réunion est de mettre en place un comité tripartite pour améliorer la gestion et réduire afin les dépenses. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, on parle du cadre des mosquées et des dépendances. Mais le problème auquel aujourd'hui on est confronté, c'est un problème national. Comment rationaliser les dépenses de l'État? Ça revient exactement au même. Je remercie le ministre de Waqf et le ministre de l'Énergie. Je viens d'apprendre 2 choses. Subhanallah, je viens d'apprendre que les mosquées, il y a des mosquées normées, comme il a dit en Somalie. Normées, ça signifie, c'est-à-dire, ça rentre dans une catégorie de mosquées données. Celle-ci est officiellement définie comme mosquée. Donc c'est pour cela qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut demander, lorsqu'il s'agit de ce qui est culture, Waqf, chaque ministère a une compétence. Donc on doit demander la compétence à chaque ministère de nous expliquer. Il faut revenir aux formes initiales, c'est-à-dire lister les mosquées normées, considérer ces mosquées comme quoi on doit prendre en charge ces mosquées, mais pas ce qui dépend de ces mosquées, pas des maisons qui sont collées, pas servir l'eau à la maison qui est collée, parce que c'est un pauvre. Les pauvres, ils ont d'autres solutions. On va solutionner pour eux. Mais moi, en tant que ministre du Budget, il faut rationaliser toutes ces dépenses. On est obligé de prendre en charge de faire en sorte que nos mosquées soient les plus belles mosquées du monde. Que nos mosquées, Inch'Allah, qu'on va changer la physionomie de nos mosquées. On a déjà construit, je crois, certains pays nous ont aidés, mais notre État doit aussi construire les plus belles mosquées dans notre pays. L'image de notre pays doit changer. Comment elle doit changer? En rationalisant nos dépenses, en réfléchissant dans le meilleur des mondes, en se concertant, en pensant que le pays nous appartient à nous tous. Il n'appartient pas à un groupe, il n'appartient pas à une personne. Donc chaque fois qu'on doit prendre une décision, on doit prendre en concertation. Donc on va faire une commission, on va proposer. On va pas attendre, le responsable sera le directeur du Waqf. Moi, le directeur de l'énergie va certainement proposer la personne qui est la mieux apte. Elle est là, la DME, sinon elle ne serait pas là. Moi, je vais présenter à la fois le directeur de l'exécution budgétaire, il manque le directeur du budget, parce que la prévision pour le ministère du Waqf, le budget devrait être là.
Donc peut-être la commission, vous allez ajouter d'autres personnes dans votre département, 3 par département. De son côté, le ministre des Biens Waqf, M. Moumen Hassan Barre, a indiqué que des vraies réformes dans le domaine de l'économie et de l'énergie manquent relever d'un processus délicat en raison des caractéristiques propres, en raison du grand nombre des mosquées à étudier de leur éparpillement géographique, surtout les pays, et afin de garantir une appropriation du processus. Le ministre du Waqf souhaite impliquer les responsables ou gestionnaires des mosquées dans le processus d'analyse. Cela passe tout d'abord, a-t-il dit, par une sensibilisation à la démarche des décideurs et notamment les ministres concernés, à savoir le ministère de l'énergie, le ministère du Waqf, le ministère du budget. La maîtrise de la consommation énergétique et de l'eau dans les mosquées est un outil concret de lutte contre la vie chère car elle permet de réduire les dépenses de l'État. Autre actualité, la CNSS a reçu des médicaments et des équipements médicaux du Centre des aides humanitaires du roi Salman. Le Centre du roi Salman des affaires humanitaires et du secours a remis aujourd'hui à la Caisse nationale de sécurité sociale un don composé des médicaments et d'équipements médicaux d'une valeur de plus de 800 millions de nos francs. Ce partenariat illustre les liens d'amitié qui unissent le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, au roi d'Arabie Saoudite, Sa Majesté le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud. La cérémonie de remise officielle de donation placée sous l'égide du ministre du Travail et de la Réforme et de l'Administration, M. Ismaël Ibrahim Roble, s'est déroulée au centre de soins de 6 au quartier 6, en présence de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en République de Djibouti, Abdelaziz bin Abdallah bin Matar, le représentant du Centre du roi Salman des affaires humanitaires et du secours, Mohamed bin Mubarak Al-Anzi. Ce don se compose des médicaments de plus de 500 types de matériaux médicaux, dont des prothèses orthopédiques, des appareils dentaires, des produits à usage unique destinés à la CNSS. Il est livré aujourd'hui au gouvernement par le biais du ministre du Travail, a indiqué le diplomate saoudien Abdelaziz Ben dans une intervention prononcée à cette cérémonie. Pour la CNSS, l'octroi de ces médicaments et d'équipements médicaux est une marque de reconnaissance pour les prestations médicales de qualité qu'elle dispense au quotidien, et c'est assurer ces distinctions récompense aussi la CNSS pour ses offres de soins spécialisées qui sont en adéquation avec les attentes de la population. À l'issue de cette intervention, le ministre du Travail et l'ambassadeur d'Arabie Saoudite ont paraphé un protocole d'entente pour affermir les relations entre la CNSS et le Centre du roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Pour sa part, la directrice générale de la CNSS, Mme Derrahme Roble, a indiqué en aparté à la presse qu'une partie de ces dons, parmi lesquels les prothèses orthopédiques, seront remis à l'Agence nationale des handicapés. Parmi les équipements qui se composent des produits stérilisés et usage unique, gants masqués, seringues, seradrapes, compresses et seringues, des prothèses orthopédiques, des matériels dentaires, entre autres, permettront de renforcer le bloc opératoire de l'hôpital Arta, ainsi que le complexe hospitalier d'Arta. Ce sera en mesure de proposer des nouvelles spécialités chirurgicales, notamment en orthopédie et en odontologie dentaire. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Djibouti, M. Abdelaziz bin Abdallah Al-Matar, a souligné dans son discours que cette assistance médicale intervient sous la direction du roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud en faveur de la CNSS dans le cadre de la coopération médicale entre la République de Djibouti et l'Arabie Saoudite. Il affirme l'importance de ces médicaments et équipements médicaux destinés pour les cliniques, rappelons-le, dentaires et salles d'opération, les salles d'urgence, pour contribuer et améliorer la couverture sanitaire dans le pays. L'ambassadeur saoudien a souligné que cette initiative étendait également le soutien fourni par le Royaume d'Arabie Saoudite à la République de Djibouti. Le diplomate saoudien a saisi cette occasion pour adresser ses remerciements et sa reconnaissance au ministre du Travail chargé de la Réforme et de l'Administration, ainsi qu'au personnel du ministère de la Santé et du Centre de secours d'action humanitaire King Salman bin Abdelaziz. De son côté, le ministre du Travail chargé de la Réforme et de l'Administration, M. Ismaël Roble, a souligné que la CNSS reçoit pour la première fois un don de telle importance, ajoutant que ce don incarne cette relation privilégiée qui témoigne de la solidarité fraternelle arabe et musulmane qui lie les deux pays depuis toujours, et de la solidarité des liens diplomatiques entretenus au plus haut niveau et élève au rang stratégique. Voici ses propos. La réception de ce don par la Caisse nationale de sécurité s'inscrit dans l'appui constant et multiforme du Royaume d'Arabie Saoudite
à la République de Djibouti. Cette relation privilégiée témoigne de la solidarité fraternelle arabe et musulmane qui lie les deux pays depuis très longtemps, ainsi que de la solidité des liens diplomatiques entretenus au plus haut niveau et élevés au rang stratégique. La relation fraternelle et constante que nos deux pays entretiennent sur le plan économique, diplomatique et politique s'est davantage consolidée grâce à la sagesse et à la vision éclairée du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et de Sa Majesté le roi Salman bin Abdelaziz. Mesdames et messieurs, la solidarité aujourd'hui exprimée est un acte résolument tourné vers la mobilisation des forces et des énergies autour d'un idéal fondé sur le bien-être des populations. Ainsi, réitéré par ma voix, la Caisse nationale de sécurité, qui reçoit pour la première fois un don d'une telle importance, remercie Son Altesse le roi Salman pour sa générosité et sa bonté. Je forme le vœu d'une relation pérenne entre notre institution et le centre caritatif du roi Salman. Sport à présent, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin dans son cabinet ministériel Mme Ferdoussa Moussaïgué, élue vice-présidente de l'Association des comités nationaux olympiques africaines. Accompagnée de la présidente de la CNOSD, Mme Aïcha Garad Ali, et le secrétaire général de la CNOSD, M. Faisal Abdurrahman. Après les salutations de bienvenue, le secrétaire d'État, entouré de ses proches collaborateurs, en l'occurrence M. Abdillahi Hassan Aré, le directeur du sport, M. Abshir Ali Hassan, s'est déclaré réjoui de l'élection de la jeune djiboutienne parmi les membres au sommet de cette association d'importance capitale dans les perspectives de donner une nouvelle impulsion à l'essor du sport national olympique. Par ailleurs, le ministre s'est félicité dans la foulée de l'ascension des Djiboutiennes dans les instances internationales, puisqu'a-t-il dit, indiqué que nous avons déjà une Djiboutienne dans le comité international olympique, Mme Aïcha Garad Ali et Mme Ferdoussa Moussaïgué, choisie comme 4e vice-présidente. Icône du sport national et international. Elle m'a toujours encouragée. Et je remercie également toute l'équipe du Comité national olympique et sportif djiboutien. Je remercie le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, son Excellence, M. Hassan Mohamed Kamil, qui m'a soutenu et épaulé également. Je rappelle avec émotion que le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, lors de l'Assemblée générale qui avait lieu en mai 2017, m'avait soutenu publiquement. C'est avec plaisir que je vous dis aujourd'hui, mission accomplie, Excellence. Vous avez une deuxième femme aux instances internationales grâce à votre politique avant-gardiste. Mes remerciements vont également à la pionnière de la promotion de la femme, qui n'est autre que Marwo Khadra Mohamed Haïd, qui a toujours milité pour soutenir les femmes et qui était surtout à mes côtés lors de cette Assemblée générale. Éducation, cette fois-ci, le secrétaire général du MENFOB, M. Mohamed Abdallah Mayoub, a présidé ce matin une cérémonie de remise des livres des membres de la signature de protocole pour de jeunes entrepreneurs du centre d'incubation des micro-entreprises, le CIME. La cérémonie s'est déroulée au siège du MENFOB en présence du directeur général de l'ETPFF, M. Abdelkader Ahmed, et de la directrice générale de la CFFF, Mme Aïcha Farah, des hauts cadres et les représentants du ministère des Affaires sociales, de la solidarité, ainsi que des officiels de l'USAID, des membres du groupe de jeunes entrepreneurs ont également pris part à cette rencontre. Au cours de la cérémonie, le secrétaire général du MENFOB, M. Mohamed Abdallah Mayoub, a longuement expliqué les ambitions du centre d'incubation des micro-entreprises, où les entrepreneurs peuvent bénéficier de nombreux avantages, dont notamment des formations. Il a félicité les jeunes incubés pour les engagements dans cette voie entrepreneuriale. Puis il a mis l'accent sur l'importance des formations en entrepreneuriat et a souligné l'importance d'acquérir les bonnes pratiques afin de réussir dans la vie d'entrepreneur. Il a mis l'accent sur quelques-unes des qualités indispensables comme la patience, le courage, l'abnégation, la persévérance. Rappelant que le centre d'incubation de micro-entreprises a été initié par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour aider les jeunes diplômés désireux de créer leur propre entreprise.
Enfin, la cérémonie s'est clôturée par la remise délivrée aux membres du groupe des jeunes entrepreneurs et de la signature des documents de partenariat entre les groupes des froids et climatisation, ainsi que la remise d'un chèque de 150 000 francs. Dans le dossier de ce soir, Djibouti est devenu un acteur clé de la connectivité régionale qui cherche à tirer le meilleur parti de cette situation géographique. Cherche à tirer le meilleur parti de cette situation géographique en investissant dans des infrastructures clés pour l'aider à servir de passerelle pour la région avec un certain succès. Situé au carrefour des connexions Internet mondiales, Djibouti devient ainsi un acteur clé régional de connectivité servant les pays voisins. La République de Djibouti dispose à l'heure actuelle le plus grand nombre de connexions internationales en Afrique de l'Est, étant raccordé à 8 câbles qui relient le pays à l'Europe, à l'Afrique de l'Est, au Moyen-Orient, à la Méditerranée orientale et à l'Asie du Sud, et un centre de données d'échange en Afrique place Djibouti au cœur de la prévalence en matière d'Internet et de connectivité. Djibouti, à travers son opérateur de télécommunications Djibouti Telecom, a initié le projet DAR, qui constitue en la mise en œuvre d'un câble sous-marin de communication en fibre optique reliant les pays de la côte est de l'Afrique. Ce projet DAR est dédié à l'accroissement du niveau de connectivité de fibre optique régionale. Il a pour objectif d'assurer un accès multiple et de sécuriser un trafic plus dense entre les différentes places fortes de la région dans les réseaux interconnectés. Sa propriété du réseau ou de la fibre optique régionale DAR est entièrement destinée aux acteurs majeurs de la région qui ont assurant la mise en œuvre de la maintenance et entretien. Dans le cadre de ce projet, les sociétés de télécommunications et les fournisseurs d'espace ou d'accès Internet se regroupent dans une sorte de consortium qui leur permettra de mettre en commun leurs capacités financières et en partager les fruits et les dividendes. Cette stratégie vise à accroître leurs capacités techniques et financières ainsi que la bande passante ont un coût abordable et fiable. Le projet DAR ambitionne surtout d'accroître les moyens de desservir la région, principalement par le biais d'une connectivité qui relie le câble sous-marin comme une AAE+, ou SMW5. Selon l'opérateur djiboutien, l'utilisation de la bande passante en Afrique subsaharienne est aujourd'hui à 900 GB, alors qu'elle était seulement à 100 GB en 2009. Ce méga-projet traduit la volonté de Djibouti que l'économie numérique et l'éthique sont désormais des puissants vecteurs de croissance pour l'amélioration des conditions de vie et pour l'emploi. Au niveau régional, DAR rapprochera les pays de la région pour une intégration économique. Autre actualité dans ce 22 heures, dans le cadre des programmes de promotion et de protection des droits humains, Salam, la lutte contre les MGF, plusieurs séances de sensibilisation se sont déroulées dans la grande faubourg de Balbala. Ces séances organisées par les comités de gestion communautaire de Balbala, à savoir les quartiers de Balbala 12 et PK12 ainsi qu'à Hayablé, a vu la participation d'une forte population de ces quartiers, dont les représentants des associations, des femmes, des jeunes leaders des quartiers communautaires. Ces séances ont été organisées par l'UNFD en collaboration avec les partenaires. Plusieurs thématiques ayant trait aux droits de l'enfant, à la promotion des droits humains, à la lutte contre les MGF ont été traitées. Le refus de l'excision pour les jeunes filles ou encore de lutter contre la drogue. Les différentes séances ont été présidées par les représentants de l'UNFD qui ont rappelé que ces genres de sensibilisation sont organisés régulièrement dans les différents quartiers de la capitale et les régions de l'intérieur, avec pour objectif l'amélioration des droits de l'enfant. Les séances de sensibilisation ont été bonnes opportunités pour l'assistance de changer les expériences et valoriser les pratiques pour promouvoir des droits de l'enfant et lutter efficacement contre les MGF qui nuisent à la santé de la femme et de la jeune fille. Autre actualité, depuis cet été, un jeune entrepreneur a lancé les activités de l'unité de production des glaces dans les régions de l'unité à Dikil, au grand profit des Okarois. Notre équipe de la RTD avait visité récemment cette unité de production de glace qui soulage énormément la population de la ville de l'unité. Bientôt, les activités seront élargies à toutes les localités de la région de Dikil.
Cela fait plus de 20 ans que la ville de l'Unité ne disposait pas de glacière. Les commerçants de la place étaient obligés d'en importer de la capitale pour approvisionner la ville. Aujourd'hui, où la demande en glace connaît un pic dans tous les pays, Dikil vient d'inaugurer une nouvelle unité de production de glace. La mise en service de cette unité constitue une bouffée d'oxygène pour les Okarois, pour qui les glaces en sachet vendues dans les maisons restaient trop insuffisantes pour répondre à leurs besoins. Yassine Elmi est technicien en froid. Il s'occupe de tout le processus de transformation, de la conservation à moins 10 degrés, mais aussi de la vente. La glacière fonctionne depuis quelques semaines. Yassine nous explique le travail qu'il effectue au quotidien pour aider les Dikilois dans l'accès à la glace à moindre coût. Voilà notre machine de production de glace. Nous remplissons ce boîte avec de l'eau. Ensuite, nous le laissons quelques heures dans ce liquide qui solidifie l'eau. Toute la journée, matin comme soir. Je la vends ici, mais je livre aussi, en gros, au centre-ville. Chaque jour, nous en produisons 50 bars. Selon les propriétaires, ces machines ont coûté 12 millions de nos francs. Avec 50 francs le kilo, le prix est devenu très accessible à tous les Okarois. Une production locale qui rend littéralement avec les prix exorbitants connus jusqu'à là à cause notamment de son importation depuis la capitale. Pour les consommateurs qui sont de plus en plus nombreux, cette unité de production va soulager énormément les ménages. Nous remercions infiniment ceux qui sont à l'origine de cette initiative. Nous en avions énormément besoin. Dans toute la région, c'est le seul endroit où on produit de la glace et on en trouve en abondance. C'est très important pour nous. La glace en sachet que nous achetions à 10 francs ne nous suffisait pas du tout. Ici, le kilo est à 50 francs. C'est un bon prix. Actuellement, cette usine produit un peu plus de 50 barres de glace, ce qui est largement suffisant pour les chefs-lieux. Très prochainement, la glacière des Dikil compte augmenter sa production afin d'approvisionner toutes les localités de la région de l'Unité. En nouvelle du monde, l'Éthiopie a annoncé avoir planté 350 millions d'arbres en 12 heures contre les 200 millions initialement prévus. Le pays bat le record du monde détenu jusqu'alors par l'Inde, qui a réussi à mobiliser 800 000 volontaires pour planter plus de 50 millions d'arbres en 2016. Mais si ce record est aussi important, c'est que ce pays de l'Est de l'Afrique a lancé une vaste campagne de reboisement du pays nommée Héritage vert pour contrer les changements climatiques qui le touchent. Selon les experts, la plupart des problèmes de famine que nous voyons dans ce pays pourraient être liés au manque de protection de notre environnement. Plus de 2,6 milliards d'arbres ont déjà été plantés sur les 4 milliards prévus entre mai et octobre 2019. La couverture forestière de l'Éthiopie sera passée de 35% au début du XXe siècle à 4% dans les années 2000 selon l'ONU. On cause une population croissante et d'importants changements climatiques. C'était dans les titres. Au moins 52 détenus ont été tués lundi lors d'un affrontement dans une prison au nord du Brésil. D'après les autorités locales, 16 prisonniers ont été retrouvés décapités. La mutinerie qui a débuté au centre de redressement régional, l'Altamira, dans l'état du Pará, au cœur de la forêt amazonienne, s'est terminée en fin de matinée. Des détenus issus d'un gang ont fait éruption dans une zone où se trouvaient des prisonniers appartenant à un groupe rival avant d'y mettre le feu. Sur une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir des corps calcinés sur un toit où s'échappait une pesée fumée noire, tandis que des prisonniers armés de machettes arpentaient les lieux. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.